Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. La vie en Rosen. Présenté par Béatrice Rosen. Bienvenue dans un nouvel épisode de La vie en Rosen sur Mail Media. Aujourd'hui, on va se demander si la situation économique de la France ne restreint pas, n'impacte pas nos libertés collectives et individuelles. Et pour cela, j'ai un invité que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, c'est Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Béatrice, bonjour à toutes et à tous et ravi également d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors vous êtes président du cabinet AC Défi, un cabinet de conseil économique et financier indépendant. Vous avez une chaîne sur YouTube qui cartonne, plus de 150 000 followers. Vous avez une chronique dans Capital et vous êtes auteur de plusieurs, 8 je crois, best-sellers sur l'économie. Non, c'est pas les best-sellers. C'est déjà c'est formidable. Pas 50 degrés si vous voulez, mais bon, c'est degrés. Ça marche bien quand même pour des livres économiques. Eh ben bravo à vous. Alors Merci. on commence avec une nouvelle qui n'est pas forcément très joyeuse. La note de la France a été dégradée à AA-. Quelles seront les conséquences selon vous sur l'économie française et concrètement surtout, c'est le plus important, sur les Français? La conséquence, elle a déjà commencé, c'est qu'en fait, quand un pays est donc surendetté, comme la France, donc sa note évidemment baisse. Donc pour l'instant, AA-, certes, ça va encore, mais c'est la porte ouverte. Après, il y a le simple A, et là, dans le simple A, on tombe dans une autre catégorie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement dans le monde qui achètent la dette publique, soit AAA, soit AA, parce qu'ils sont obligés de le faire. Dès que vous tombez à simple A, alors là, vous n'entrez plus, je dirais, dans les cadres, et à ce moment-là, vous risquez de ne plus avoir des acheteurs de votre dette. Et là, les taux d'intérêt de votre dette publique vont augmenter. Ça a déjà commencé. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, on avait même des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française, qui était une aberration, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'était la Banque Centrale Européenne qui achetait cette dette publique, donc c'était un petit peu factice, qu'on appelait l'argent magique, ou la planche à billets, je ne rentre pas dans le détail. S'il y a des questions, j'y reviendrai, évidemment. Et donc, depuis quelques années, comme il n'y a plus cette planche à billets, heureusement, parce que c'est elle qui a participé à générer une forte inflation, après il y a la guerre en Ukraine, etc., mais l'inflation est venue à la base d'un excès de liquidité à cause de cette planche à billets, donc une erreur stratégique, malheureusement, bon, pas refaire le monde, mais c'est un peu ce qui nous est arrivé. Donc aujourd'hui, on est arrêté, et donc on paye, entre guillemets, le juste prix de notre dette publique. Et donc les taux d'intérêt qui étaient donc à 0 et encore quelques trimestres sont maintenant à 3,2% sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Et donc derrière, au-delà de la dette publique, ça va nous concerner tous, puisque tous les taux d'intérêt de nos crédits, à nous, les entreprises, les ménages, etc., sont indexés sur ce taux d'intérêt. Alors, il y a le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui est à 4,5% et également celui des crédits d'État, si vous voulez, de la dette publique. Donc c'est ce qui fait que ça, c'est le premier impact pour nous, c'est que quand on est dégradé, alors là aujourd'hui ça va, ça ne réagit pas trop, parce qu'encore une fois on est toujours AA et puis c'était déjà anticipé, mais je pense dans 6 mois on risque d'être encore dégradé et là ça va faire mal. Donc là l'impact il sera concret, parce que si vous avez une augmentation des taux d'intérêt, ça casse l'activité économique. Donc ça peut générer une stagnation, voire une récession économique. Donc ça fait monter le chômage, ce qui évidemment concerne tous les Français. C'est le premier élément. La deuxième conséquence pour les Français, encore une fois, c'est que la charge d'intérêt de la dette, le coût de la dette, si vous voulez, va encore augmenter. Donc là, aujourd'hui, on paye à peu près, chaque année, 50 milliards d'euros juste de charge d'intérêt de la dette. C'est énorme. Délirant. C'est délirant, comme vous le dites. Mais là, ça va atteindre l'année prochaine, ou plus tard l'année d'après, mais on évite dès l'année prochaine, chiffre de Bercy, 75 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? J'ai fait le calcul sur 10 ans. Ça veut dire que juste pour payer les intérêts de la dette, ça va nous coûter 550 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? C'est une folie. Donc cet argent, si vous voulez, il n'est pas utilisé pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale, pour le social. C'est pour l'investissement, il est gaspillé. Donc c'est vrai que toutes les personnes qui n'ont pas arrêté de dire, les économistes et les politiques, non, la dette publique ne coûte rien, c'est pas un problème, ce sont des menteurs. Parce qu'évidemment, ça nous coûte dès maintenant, pas seulement les générations à venir, mais également pour nous. Et donc le danger, c'est quoi ? C'est qu'après, comme il n'y a plus la Banque Centrale Européenne qui finance cette dette, il faut trouver de l'argent quelque part, et donc on risque de réaugmenter les impôts. Et donc, là aussi, un impact concret pour les Français. Donc, la dégradation de la note, c'est pas que voilà, on passe de AA à A-. C'est un avertissement un petit peu là, le AA-, si ça ne change pas immédiatement. Surtout qu'en fait, il y a un an déjà, Fitch l'avait fait. C'est une autre agence de notation. Maintenant, c'est Standard & Poor's qui est un peu plus crédible. Il manque Moody's qui l'a pas encore fait, on sait pas trop pourquoi. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on a ouvert la boîte de Pandore. On dit voilà, maintenant, ça y est, tout est possible. Et je rappelle, parce qu'on dit oui, c'est vrai que c'est encore une bonne note. Il y a quand même plus d'une vingtaine de pays qui ont une meilleure note que nous.
Ouais, par exemple, on parle du Royaume-Uni avec le Brexit. Bah, ils ont une meilleure note que nous. Les Américains ont une meilleure note que nous. Les Allemands, ils sont toujours triple A. Les Finlandais, oui, bon, il y a énormément d'exemples, je ne vais pas tous les citer, mais tout ça pour dire que, attention, là, on est en train de se dégrader, de tomber, malheureusement, et ça, c'est dangereux parce que, encore une fois, pourquoi on est dégradé? C'est parce qu'on n'a pas tenu nos engagements. C'est-à-dire qu'on avait promis, entre guillemets, de réduire notre déficit public, réduire notre dette, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Cette dette a encore augmenté, et surtout, le déficit public français, l'année dernière, on est l'un des rares pays de la zone euro où ce déficit public a augmenté dans de telles proportions. Alors, on va y venir, justement, mais tout d'abord, je voulais revenir sur ces agences de notation, parce qu'on a l'impression que la sentence est tombée et que, quelque part, c'est Dieu ou une autorité supranationale. Et en fait, quand on regarde, on voit que ces 3 agences de notation principales sont 90% du marché, de ce marché-là, et elles sont toutes américaines. Oui. Et en fait, qui les paye, ces agences de notation? C'est ça le problème. Voilà. Alors, il y a plusieurs problèmes. C'est que, effectivement, donc, elles sont payées par celles ou ceux qu'elles notent. Donc, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que je veux dire, voilà, donc, nous, on les paye, par exemple. Non, c'est-à-dire les États. L'État, donc la France participe. Les entreprises, pareil, ils payent pour être notés, entre guillemets. Et moi qui ai vécu la crise des subprimes, voilà, bon, de l'intérieur, parce que j'étais à l'époque chef économiste d'une grande banque, et c'est vrai que je me rappelle très bien, quelques semaines avant que ça explose, la crise des subprimes explosait à l'été 2007. Et il y avait à l'époque des produits, des titres ou des SICAV, etc., qu'on appelait des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, il y avait un problème déjà, parce que monétaire, c'est sans risque, dynamique à rendement élevé. Et ça, c'est pas possible normalement. Mais bon, bref. Et donc, ces titres étaient notés par les agences de notation, les mêmes là, triple A, quelques semaines avant que ça n'explose, si vous voulez. Et donc, moi, une fois, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais comment vous avez pu vous faire avoir? Parce que c'est quand même, c'est pas normal. Et ils m'ont répondu, vous comprenez, il y avait des notices explicatives, des modèles avec des modèles mathématiques extrêmement complexes. Donc bon, c'est vrai qu'on n'a pas tout forcément regardé dans le détail. C'est pas des modèles de crédibilité, il faut être très honnête. Je donne souvent cet exemple, cette image. C'est un peu comme la cavalerie. Elles arrivent après la bataille. Vous voyez, on a eu pareil avec la Grèce. Elles auraient pu prévenir avant, parce qu'on voyait bien ce qui se passait en Grèce. Encore une fois, mais non, on laissait faire. Et donc, une fois par contre que là, la boîte de Pandore est ouverte, je dis, c'est ça qui est dangereux sur la France. Si elle fait encore une erreur cette année, c'est-à-dire que si encore le déficit public augmente, ce qui malheureusement est très probable, eh bien à ce moment-là, on sera plus que simple A, et là évidemment, tout le monde, toutes les agences de notation vont nous tomber dessus, entre guillemets, mais ce qui compte encore une fois, c'est que les marchés, les investisseurs ne sont pas dupes. Pour l'instant, ils achètent parce qu'ils disent, bon, c'est quand même la France, il y a la zone euro, etc. Mais attention, on a quand même aujourd'hui des vrais enjeux, des vrais dangers de stabilité sociale et sociétale. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est pas simplement le fait de baisser le déficit, c'est la capacité de la France à être sérieuse dans ses comptes publics. Et donc, on l'oublie souvent, mais tout ce qui se passe d'un point de vue de l'insécurité aujourd'hui en France, parce que ça joue énormément. Parce que le b.a.-ba, si vous voulez, pour une économie, pour qu'une économie puisse aller connaître la croissance, la prospérité, c'est la sécurité. La stabilité. Et la stabilité. Si vous n'avez pas de stabilité, de sécurité, alors là, c'est dangereux. Et c'est ça, encore une fois, le drame de cette dette publique. Parce que moi, je le dis toujours, moi, la dette, ça ne me dérange pas. C'est très bien de s'endetter. Mais il faut des conséquences positives. Il faut une croissance forte, il faut le fameux plein emploi, il faut réduire les inégalités, réduire la pauvreté. Donc si c'est le cas, au diable l'avarice, ok, c'est pas grave la dette publique. Mais on voit bien que plus on augmente notre dette, et on est le pays de la zone euro où la dette publique a le plus augmenté depuis 2019 par rapport au PIB, le plus encore une fois, c'est ce que je veux dire. Et si à rigueur, encore une fois, on avait en face de ça croissance forte, etc., on pourrait dire, oh, tout va bien, mais j'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps sur ça, une vidéo sur ça, où on voit que le taux de pauvreté a augmenté. Les inégalités ont augmenté. Vous voyez, le plein emploi n'est toujours pas là. On a une croissance très faible malgré les milliards d'euros injectés dans l'économie de façon un petit peu excessive. Donc on se dit, attendez, mais l'inflation continue. L'inflation continue, bien sûr. Donc on a un problème d'efficacité de cette dépense publique. Et c'est ça qui est très dangereux. Et je le dis souvent parce que moi je viens des cités HLM d'Orly, vous voyez, donc j'ai connu l'adversité. J'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que c'est important la dépense publique. Il faut que ça soit bien utilisé. Quand je vois qu'aujourd'hui, dans les cités HLM, d'où je suis issu, il y a un taux de chômage d'environ 60% des moins de 25 ans, je me dis, c'est quoi l'avenir pour ces jeunes? C'est quoi? C'est le deal, c'est le mal tourné, c'est très dangereux. Donc il faut repenser complètement cette dépense publique parce qu'il faut dire les mots, il faut dire les choses.
il y a du gaspillage de l'argent public. Et encore une fois, l'argent public, c'est vrai que les dirigeants qui l'utilisent, ils se disent, bon, c'est pas le mien, donc je peux y aller. Mais si, c'est le nôtre, c'est nos impôts. Vous comprenez? Donc, c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants. Donc, moi, je pense que c'est ça aujourd'hui qui me déçoit beaucoup, parce que ça fait 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants français. Il y en a eu beaucoup, hein. Je suis toujours là, d'ailleurs, ils sont plus là, moi je suis toujours là, entre guillemets. Mais, on a quand même une déception énorme. Une déception énorme et presque de la tristesse. Voilà, c'est de la tristesse parce qu'on se dit, on a un pays qui est formidable. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Un des plus beaux pays au monde. Complètement. Moi qui me balade beaucoup dans le monde, je peux vous dire qu'on a une chance incroyable et on est en train de la gâcher quand je vois que l'image aujourd'hui qu'on donne à l'international, parce qu'on dit, ouais, les JO, tout ça, ça va redorer l'image. Quand vous voyez les images justement d'instabilité, d'insécurité, de dette publique, etc., c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, mais justement, vous parlez de l'international et pour finir sur ces agences de notation, est-ce que c'est uniquement, comme vous dites, de la cavalerie qui arrive après la bataille ou est-ce qu'il peut y avoir une allégeance ou des intérêts, des conflits d'intérêts? Enfin, est-ce que ça peut être un peu plus compliqué que ça? C'est-à-dire à qui va leur allégeance? Disons qu'on se souvient très bien, moi ça aussi je l'ai vécu quand les agences de notation ont commencé, quand Hollande a été élu, si vous vous souvenez, Hollande avait dit, moi je vais tout lâcher. Comme Tsipras en Grèce, il dit, ouais, je vais augmenter la dépense publique, etc. Son ennemi, c'était la finance. Voilà, vous vous souvenez, exactement. Et donc, notamment Moody's, Standard & Poor's ont été le voir. Et voilà, M. Hollande, désolé, mais là, on va vouloir nous dégrader gravement. Et c'est là où, justement, il a pris Macron. Il a dit, non, attendez, non, mais moi, finalement, je ne suis pas tellement contre la finance. Et finalement, il a fait une politique non plus de, entre guillemets, de gauche, mais presque de droite, entre guillemets, même si ce n'était pas le cas, bien entendu. Mais néanmoins, il a calmé le jeu. Il a été prévenu et il a réagi en conséquence. Donc après, là, c'est sûr que depuis des mois et des mois, il y a un lobbying du gouvernement qui est fait pour dire non, attendez, on va faire les réformes, on va faire les efforts. Sauf qu'après, c'est Pierre et le loup. Hein. Oui, on va le faire. Puis si on le fait jamais, ça colle pas. Donc il arrive un moment où même s'il y a, je dirais, une certaine connivence, les agences de notation sont obligées de dire là, on peut plus. Oui, mais on peut plus. Dans quel l'intérêt de qui au final? C'est l'intérêt supérieur de qui? Dans leur propre intérêt, parce qu'en fait, c'est leur crédibilité qui est en jeu. Parce que si en fait ils servent à rien, à ce moment-là, moi je veux plus payer Moody's ou Standard & Poor's pour être noté, parce que de toute façon ça sert à rien. Vous voyez, donc voilà. Alors vous l'avez dit, elles sont en monopole quasiment, un oligopole parce qu'elles sont que 3. Mais c'est sûr que encore une fois, c'est pas un modèle de crédibilité. Et moi, ce qui m'inquiète encore une fois, c'est que les investisseurs aujourd'hui sont de plus en plus étrangers sur notre dette publique. C'est-à-dire que souvent on parle du Japon, on dit ouais, regardez, il y a 240% de dette publique par rapport au PIB, mais au Japon, 99% de cette dette est détenue par des Japonais. Donc ils s'en fichent, d'ailleurs ils ont une meilleure note que nous, mais ils s'en fichent complètement. Par contre, nous, 52% de notre dette est détenue par des étrangers. Vous voyez, alors il y a la moitié à peu près d'Européens, l'autre moitié c'est une partie américaine, une partie des pays du Golfe, du Qatar, etc. C'est très dangereux tout ça. Donc au-delà de notre appartenance à l'Union européenne et les polémiques sur la souveraineté, ça aussi c'est un problème de souveraineté, parce que quand on est tenu par la dette, par des étrangers... Si vous voulez, c'est l'histoire du monde. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il y a des pays qui sont surendettés. Hein. Alors nous on est la France, c'est sûr que bon, on va pas se laisser avoir, on va pas se laisser faire. Mais quand même, mine de rien, quand on se gargarise, par exemple, dernièrement M. Macron se dit oh, regardez, le Qatar investit 10 milliards d'euros chez nous. Mais il va où cet argent? Et est-ce qu'on contrôle ce qui se passe? Et pourquoi le Qatar investit chez nous? Parce que Nicolas Sarkozy avait fait passer une loi pour faire en sorte que tout investissement du Qatar en France soit défiscalisé à vie. Donc évidemment, ils ne payent pas d'impôts, c'est normal, ils investissent chez nous. Par contre, moi, je préférais qu'on fasse ça pour nos entreprises. C'est très dangereux, ça, parce qu'on est en train de perdre notre indépendance. Au début, on dit, ah bah c'est sympa, ils investissent chez nous, ils sont gentils quand même. Puis après, non, parce que ils prennent votre technologie, et peut-être pire. Au-delà même de l'économie, ça crée des problèmes une dépendance géopolitique. Exactement. On ne peut plus réagir quand des choses ne nous plaisent pas. Tout à fait. Et donc ça, c'est le propre, si vous voulez, des pays surendettés. Je reviens de Dubaï, justement. C'est vrai qu'on oublie que la première crise de la dette publique, moderne, hein, j'entends, c'était à Dubaï. Parce qu'avant même la crise grecque, parce que Dubaï avait surinvesti, etc., arrive la crise des subprimes et autres, et là, ils étaient très mal, ils ne pouvaient pas payer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi a dit, bon, comme eux, ils avaient du cash, écoutez, nous, on paye les intérêts de la dette, mais en échange, on va faire un monitoring de votre dette, on va surveiller votre dette, et surtout, on va prendre des actifs. Vous savez, donc la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, pourquoi il s'appelle Khalifa? Parce que c'était le nom du dirigeant d'Abu Dhabi. Vous voyez, alors nous, dans la Tour Eiffel, est-ce qu'elle va toujours s'appeller la Tour Eiffel? On va lui donner un autre nom? Je ne sais pas, mais c'est une blague. Oui. Je sais pas là, c'est que aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une situation où on me dit oui, mais il y a de l'épargne, il y a de l'actif, donc on s'en fiche de la dette. Alors
pas vous faire peur, mais je vais quand même vous dire la vérité. Aujourd'hui, la dette publique française, c'est 3100 milliards d'euros. D'accord, ce qui est énorme. Qui a augmenté de 1000 milliards depuis 2017. Tout à fait. Mais ça, c'est sans compter le hors-bilan, parce qu'on n'en parle jamais. Le hors-bilan, ce sont des engagements de l'État futurs, mais qui n'apparaissent pas dans la dette publique actuelle. Par exemple, le paiement des retraites des fonctionnaires. C'est une dette, on doit les payer quand même, mais elle n'apparaît pas aujourd'hui. Donc si vous ajoutez ce hors-bilan, tenez-vous bien, la dette publique monte à 6 500 milliards d'euros. Toute la dette, tout confondu. Donc après, on me dit, c'est pas grave, il y a des actifs de l'État. Okay, alors je vais prendre tous les actifs de l'État, pas que l'État, mais les collectivités locales, justement la Tour Eiffel, enfin tout ça. Et bon, après, à compter que ça, qu'on puisse le valoriser. Mais c'est l'INSEE qui le fait, ce qu'on appelle dans le compte de patrimoine. Eh bien, vous savez combien ça coûte, combien ça rapporte tout l'actif de l'État? 4 400 milliards. C'est-à-dire que même si je vends tous mes actifs, je ne rembourse pas ma dette. Ce qu'on appelle l'actif net négatif. Et quand une entreprise elle est dans cet état, par exemple, elle est en faillite. Donc oui, l'État français, malheureusement, est en faillite aujourd'hui. Et alors on me dit, oui, mais on va ponctionner dans l'épargne. Attendez, mais de quel droit? Et si on fait ça, ça serait une catastrophe, évidemment. C'est-à-dire qu'il y aura une fuite de capitaux. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Donc vous avez dit les chiffres de la dette mirobolants. On est en record de déficit commercial, record de prélèvements obligatoires. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Pire que la zone euro, que la moyenne de la zone euro. Ouais. Est-ce que l'annonce sur l'union des marchés de capitaux vous effraie concernant l'épargne des gens, justement? Est-ce que c'est une façon de commencer à mettre la main sur l'épargne des Français? Alors, si vous voulez, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'ai commencé très jeune. Hein. Mais c'est vrai que, parce que je suis toujours jeune, enfin, j'espère en tout cas, mais c'est sûr que ça fait depuis une vingtaine d'années que j'entends ça. C'est-à-dire qu'en fait, on lorgne sur l'épargne. On se dit effectivement, on a cette épargne qui est là, donc finalement, si on ponctionne un petit peu, on a à peu près 6 500 milliards d'épargne financière des ménages. Donc c'est pas mal, hein, sans compter l'immobilier. Hein. C'est pour ça qu'ils paniquent pas, parce qu'ils savent qu'il y a ce coussin. Mais ça, c'est encore une fois, on pas donné. Là, on parle de la dette publique. Oui. Là, c'est l'épargne privée. Donc ça veut dire que c'est une spoliation si on fait ça. C'est extrêmement dangereux. Vous comprenez? Et donc c'est sûr que moi je pense que le pays qui osera faire ça, ça s'est déjà produit. Bon, on a vu ce qui s'est passé à Chypre, on a vu en Italie dans les années 80 aussi, ils avaient pris un petit ponction sur l'épargne, etc. Bon, mais c'était une catastrophe. Après, on met des années à s'en sortir. Parce que là, vous êtes complètement discrédité. Et je ne vous parle même pas de la fuite des capitaux qu'il y aura. Les Français qui vont partir, ils vont se faire avoir une fois, mais pas deux. Vous comprenez? Donc, on peut pas. Enfin, bien sûr qu'on peut le faire. Mais si on le fait, c'est que c'est vraiment une catastrophe. Mais là, c'est une façon détournée par l'Union des marchés de capitaux. Ils disent qu'ils vont flécher. Et donc, si on refuse d'être fléché, on sera taxé. Donc, finalement, c'est une façon détournée de quand même... Ça, c'est le vrai enjeu, c'est qu'on veut orienter cette épargne. Mais le problème, c'est que si à la rigueur, ça fonctionnait. Moi, je veux bien que je donne une partie de mon épargne pour réduire le déficit public, pour réduire la dette. Ok, mais ça ne marchera même pas. Rappelez-vous, vous savez, c'était peut-être jeune, très jeune, quand on a créé en 91 la CSG-CRDS par Michel Rocard. Oui, pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il y avait un trou de la Sécu, le fameux trou de la sécurité sociale. Il dit voilà, pendant quelques années, on va créer effectivement un nouvel impôt, d'accord, pour combler le trou de la Sécu. Puis une fois qu'il sera comblé, on enlèvera cet impôt, la CRDS, etc. C'est une bonne idée. Sauf qu'à l'époque, c'était 0,5%. Maintenant, c'est 17,2%. Il n'est jamais parti. Et il n'est jamais parti. On est en 2024. C'était en 91. Vous voyez, j'étais encore étudiant. Pour vous dire. Donc, attention à ça. C'est-à-dire que cette orientation de l'épargne, c'est une arnaque complexe. Mais ça affole les gens et même les banques. Récemment, il y a eu plusieurs témoignages de gens dont les banques leur ont conseillé de mettre leur argent au Luxembourg. Donc ça veut dire que même des banques en France n'ont plus confiance dans la façon de gérer l'épargne. Vous avez dit le mot, c'est-à-dire que je pense qu'ils ne feront pas une ponction. Par contre, c'est sûr qu'ils augmenteront l'épargne, la taxation de l'épargne. Ça, c'est sûr. Et ça sera évidemment une manière de la ponctionner en partie. Donc c'est vrai que c'est dangereux. Après, voilà, il faut diversifier ses placements. Et bon, je le dis toujours à ceux qui m'écoutent sur YouTube et ailleurs, je dis bon, je vous préviendrai quand ça sera vraiment dangereux. Je ne pense pas que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, mais ça peut arriver. Ça peut évidemment arriver. Encore une fois, si on ne fait pas le boulot. Ça veut dire que si, effectivement, nos dirigeants, ils ne restaurent pas une certaine solidité des comptes publics,
solitude de l'économie française, voilà, c'est sûr que si on continue comme ça arrivera d'ici une dizaine d'années, malheureusement. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais c'est sûr que, je vais pas vous mentir, je suis persuadé que malheureusement, voilà, via la CSG ou autre, les impôts augmenteront encore malheureusement sur l'épargne. Mais quand on dit oui, l'économie de la rente, etc., c'est pour ça. Vous comprenez? Donc on se dit, puis bon, on a cette vision très mauvaise de l'épargne, alors que l'épargne, normalement, c'est positif, encore une fois. Sûr. Donc voilà, c'est vrai que ça va être compliqué, mais tout ça, encore une fois, l'économie, c'est des causes et des conséquences. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de toutes ces erreurs qui ont été menées. C'est pas que maintenant, ça fait quasiment 40 ans, même 50 ans que ça dure. Le dernier excédent public en France remonte à 1974. Vous vous rendez compte, ça fait 50 ans qu'on n'a que des déficits publics en France. C'est inacceptable. Alors justement, dans le tableau des réjouissances, la dépense publique continue à augmenter, donc on se demande pourquoi. Et en revanche, les services publics et le contrat social diminuent, puisqu'ils ont encore annoncé une réforme du chômage. Ils vont baisser la durée des prestations. Les gens ne comprennent pas, dans le pays, et moi non plus, où va l'argent. Où va l'argent? Parce que vous en parliez tout à l'heure, oui, on gaspille et tout ça, mais ça ne peut pas justifier tout cet argent qu'on paye. On a les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde, je crois. Et où va cet argent? En fait, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'abord, vous l'avez dit, du gaspillage. Et il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes. C'est le rapport de la Cour des comptes tous les ans, depuis des années. Mais ça fait pleurer presque. C'est-à-dire que vous voyez tous les gaspillages. Moi, je reçois des témoignages encore aujourd'hui, tout à l'heure, dans un petit village où on me dit, voilà, on a dépensé je ne sais pas combien de millions pour rien, quoi. Et encore une fois, ce gaspillage... Et pourquoi ils n'arrêtent pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique d'arrêter. Regardez, ne serait-ce qu'au sommet de l'État. Mais il doit bien y avoir une raison, c'est où ils prennent des enveloppes, ou enfin, j'émets des hypothèses, il doit y avoir une raison à ça. Il y a deux choses. D'abord, si on l'a vu, ouais, en partie aussi. Enfin, faut être honnête, on l'a vu pendant le coronavirus. On a lâché comme ça. Regardez, la dette publique a augmenté de 760 milliards d'euros. C'est un truc de fou. 760 depuis de 2020 à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire parce qu'après il y a eu soi-disant l'inflation, etc. Pourquoi tout ça? Mais ça nourrit le complotisme, parce que justement, non, c'est pas du complotisme. Mais si, parce que ça nourrit le complotisme dans le sens où on se dit ils peuvent pas être aussi incompétents, donc il y a forcément une raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça il faut comprendre les raisons de tout ça. Il y a deux choses. Je pense, moi, pour l'avoir vécu, je ne vais pas donner de nom, mais eux, ce qu'ils veulent, les dirigeants français, c'est la paix sociale. Voilà, ils vous disent, non, il faut la paix sociale. Après, sur ça c'est la base. Mais ça ne marche même pas. Mais bon, ils pensent que ça va suffire. Ils ont toutes les qualités, voilà. Et après, ils vous disent, finalement, voilà, c'est la Banque centrale européenne qui va financer. Il y a l'Europe qui nous protège, etc. Donc, il y a aucune... Le problème, c'est la volonté politique. Il faut qu'à un moment, quelqu'un, un dirigeant politique... Et on a eu des occasions. Par exemple, souvenez-vous qu'en 98-2000, il y a eu une croissance forte. C'était la bulle Internet, enfin, la révolution Internet, on va dire. Donc, il y avait une croissance forte. On avait plus de 4% de croissance par an. Moi, j'étais jeune chef économiste donc d'une banque, et j'étais à Bercy, justement, et je dis, voilà, au ministre, je lui dis, écoutez, il faut réduire le déficit, là, ça, il faut avoir un excédent, on a 4% de croissance. Non, écoutez, ça vous regarde pas, ça, c'est une question politique. Vous, on vous interroge pour l'économie, ça vous regarde pas. C'est pas politique, ça, je veux dire, c'est une réalité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé des recettes conjoncturelles en dépenses structurelles. Ce qu'on appelait la cagnotte à l'époque. Catastrophe. Vous voyez, donc, et à chaque fois, c'est la même histoire. Et donc, là, avec le coronavirus, on a vu. On a dépensé, par exemple, n'importe comment. On donnait des aides n'importe comment, à n'importe qui. Il y a même des personnes mal intentionnées qui ont créé des boîtes pour avoir des aides. Et maintenant, les boîtes disparaissent. Sauf que le problème, c'est qu'on a donné tellement d'aides, on a arrosé le sable, si vous voulez. Alors, évidemment, certains, il fallait les aider, bien entendu. Mais on donnait n'importe quoi, sans réfléchir. Vous voyez, par exemple, les restaurateurs. On donnait des aides sur le chiffre d'affaires. Là, il y a un problème de compétence, si vous voulez. C'est-à-dire que, selon le restaurateur, déjà, on a enfermé tout le monde, ce qui était complètement une absurdité. Oui, donc c'est des mauvaises décisions sur des mauvaises décisions qui s'empilent. C'est tout un ensemble. Vous avez des mauvaises décisions, vous avez de l'incompétence, il faut être honnête, vous avez du dogmatisme, et vous avez, effectivement, on va dire, la haute fonction... démagogie. La démagogie, et la haute fonction publique, qui ne veut pas que la dépense publique baisse. Si vous voulez, quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, encore une fois, c'est tout à fait officiel, hein, depuis qu'on a des statistiques, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout de 57 en fait les statistiques, il n'y a pas eu une année de baisse de la dépense publique en France. Pas une. On se dit, c'est facile, on continue. Vous voyez, et donc c'est ça qui est dangereux. C'est ce que je veux dire, c'est la boîte de Pandore, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que finalement, voilà, on lâche en permanence. Et comme il n'y a pas de sanction, c'est là où les agences de notation
elles font pas leur boulot. C'est là où finalement la planche à billets nous a pas protégés, elle nous a mis dans une situation catastrophique parce que ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. C'est-à-dire en fait, comme il n'y a pas de sanction, ben, je continue. C'est la blague de Coluche, tant que je gagne, je joue. Ben, c'est exactement ça. Tant que j'ai pas de sanction, c'est-à-dire je fais des bêtises, mais c'est vrai même dans la vie du quotidien, dans la délinquance, etc. Tant que je fais des bêtises et qu'il n'y a pas de sanction, l'impunité totale. Donc je continue. Et ben c'est exactement ce qui se passe. Par contre, si effectivement demain les taux d'intérêt montent à 10%, parce qu'on a trop de dettes publiques, là je peux vous dire que là on va qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Moi j'aime beaucoup la Grèce, si vous voulez, mais c'est vrai que quand parce que j'avais beaucoup de clients à l'époque là-bas, non j'en ai un peu moins, mais j'ai vécu aussi ça de l'intérieur, ça m'a choqué. Parce qu'on ne se rend pas compte ce qu'est vraiment une récession, une vraie récession. Une baisse du niveau de richesse, avec, voilà, on ne paye pas les retraites, il y a des gens dans la rue. Et pourtant, les Grecs, ils allaient très très bien. Mais il y avait des dirigeants qui lâchaient n'importe comment. À partir du moment où on dit stop. Et là, ils ont pris conscience. Et finalement, aujourd'hui, l'un des pays où la dette publique baisse le plus, c'est la Grèce. Bon, c'est vrai que ça part de haut, mais quand même. Toujours est-il qu'à un moment, ils ont compris. Nous, si vous voulez, c'est l'image que je donne souvent, on n'a jamais touché le fond de la piscine. Et quand vous touchez le fond de la piscine, normalement, vous rebondissez. Ben nous, on a peur de le toucher. Alors, comme ça, on frôle. Mais finalement, donc, on ne rebondit pas. Et c'est quand même triste, parce qu'encore une fois, on a un pays qui est formidable. Et vous parliez de la Grèce, et dans une de vos vidéos, vous avez parlé d'une explosion potentielle de la zone euro. Et il y a François Langlette, un de vos collègues, qui a dit qu'on aurait pu mieux gérer la crise avec une monnaie nationale et une banque centrale nationale. Alors, ma question, c'est pourquoi on s'acharne? Pourquoi on n'est pas plus pragmatique? Si quelque chose ne fonctionne pas, pourquoi on s'entête? Et pourquoi on est en boucle? Pourquoi on n'arrête pas, en fait, les frais? C'est une vraie question. Et imaginez-moi qui vois ça depuis 25 ans et qui a vu tous les dirigeants faire c'est-à-dire droite-gauche. Ils espèrent une situation différente en continuant à faire la même chose. Moi, je pense, si vous voulez, que, au-delà de l'incompétence, tout ça, je pense que c'est de la fuite en avant. C'est-à-dire, on se dit, on remet la patate chaude, et puis on verra bien après. Donc, moi, ce que je veux, enfin, eux, c'est ce qu'ils disent, hein, tant que je suis au pouvoir, il faut que ça soit calme, il faut la paix sociale. Voilà. Et donc, on gère le quotidien. On n'a pas de vision d'avenir. Ça, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vision du monde. On n'a pas de vision du monde. C'est-à-dire, nos dirigeants, j'entends. Chefs d'État, voilà, nos dirigeants, bien entendu. Nos dirigeants, on a vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, etc. Tout ça, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, au Proche-Orient, c'est incroyable. Ils avancent au jour le jour au lieu d'avoir une vision à long terme. Mais c'est triste. Vous comprenez? C'est-à-dire que même quelqu'un comme Mitterrand qui a tué la France, hein, c'est quand même lui qui a commencé à ouvrir justement cette dette publique avec Attali et consorts, maintenant qui donne des leçons à tout le monde. Et c'est quand même eux qui ont fait la pagaille, hein, à la base. Mais il avait quand même une vision du monde, ce monsieur. C'est ce que je veux dire. Bon, peut-être pas la bonne, mais il avait une vision du monde. Maintenant, j'ai l'impression que voilà, on gère à la petite semaine et que globalement, on n'a pas de vision du monde. Et il y a un problème, je pense, de compétences, puis surtout de culture économique. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de culture économique. On a une culture de lutte des classes. Ah, ça, on adore. La lutte des classes, on adore. Mais derrière, quand on doit être tous dans le même bateau pour justement avancer, maintenant, ça, on ne sait plus faire. Ça se rejoint finalement. La lutte des classes et l'économie. C'est triste parce que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je fais beaucoup de conférences et de conseils aux dirigeants d'entreprise, si vous voulez. Je vois aujourd'hui quand même ces chefs d'entreprise. Je ne parle pas des grosses boîtes parce qu'elles, évidemment, elles sont mondiales. Donc, la France, pour elles, c'est un épiphénomène. Donc, voilà, elles sont dans le monde, donc tout va bien. Mais je parle pour les PME françaises qui travaillent aussi à l'international, mais je vois comme elles triment tous les jours. Et c'est vrai que quand on leur dit, voilà, les profits, il faut les taxer davantage, etc. Ok, bon, les grands groupes, de toute façon, les profits sont plus taxés ici, parce que les profits sont faits à l'étranger. Mais ces entreprises-là, ce sont elles qui sauvent la France. Il faut être honnête, et on veut encore une fois les taxer, et c'est ça qui est, encore une fois, je pense, qui peut faire mal, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ces entreprises, qu'est-ce qui va nous rester demain? Qui c'est qui va créer des emplois? L'État? On n'a plus d'argent. Vous comprenez? Et quand on est passé à l'euro, à l'époque, 1 euro, c'était 6 francs 55, 56, voilà, et j'arrondis, vous arrondissez. Et maintenant, on voit que finalement, 1 euro, c'est l'équivalent à l'époque d'1 franc. Donc, on a vraiment notre niveau à... Alors... Non, et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui se passerait si on sortait de l'euro, parce que tout le monde dit que ce serait la fin du monde, et ne vaut-il mieux pas en sortir volontairement sous nos critères que d'attendre que ça explose Alors, le problème, si vous voulez, c'est que
moi, j'ai déjà fait une vidéo. Alors, c'est vrai que les personnes, alors, quand je dis que ça va mal en France, enfin, quand je donne les vrais chiffres, si vous voulez, on me dit ah vous êtes complotiste. Et puis quand je dis que le Frexit c'est peut être dangereux, on me dit vous êtes pro-gouvernement. Vous voyez, bon, c'est amusant. Mais non, il faut être encore une fois réaliste et pragmatique. Je vais être très honnête. Pourquoi les Anglais ont supporté le Brexit? Parce que déjà ils ont gardé leur monnaie, ils n'ont pas changé de monnaie. C'est très coûteux de changer de monnaie. Rappelez-vous quand on est passé du franc à l'euro, c'était très compliqué. Et surtout, donc, ça peut générer de l'inflation, etc. Mais bon. si ça va arriver de Non, toute façon. Ah, oui, attendez, je vais répondre à la question. Et donc les Anglais n'avaient pas à faire ça. Et après, surtout, l'économie anglaise était forte. Ils avaient une croissance structurelle de 2% par an. Ça veut dire que c'est vrai qu'ils ont absorbé le choc, mais comme ils avaient 2% de croissance structurelle, ils ont pu digérer. Nous, on a une croissance. Donc déjà, il faudrait changer de monnaie, et nous les Français. Et parallèlement, comme on a une croissance très faible, 0,9%, je dis si on n'a plus la BCE, les taux d'intérêt, là ils vont à 10%. Comment vous faites pour sauver le pays? C'est-à-dire que, alors après, on me dit oui, mais bon, au moins ça fera mal, et puis après on redémarra. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi aujourd'hui, d'abord, il faut réformer la France, il faut moderniser la France, il faut la rendre plus forte économiquement, et après on pourra se poser la question. Mais aujourd'hui, c'est un suicide. C'est-à-dire qu'il faut être honnête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quitter comme ça du jour au lendemain la zone euro, alors peut-être ça arrivera, vous avez raison. Peut-être un jour ça arrivera. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Bien sûr, parce que le problème. Non, mais écoutez, j'ai écrit un livre, c'était en 2012, enfin bon, bref, peu importe, les années passent tellement vite, mais qui s'appelait Quand la zone euro explosera. Vous vous rendez compte? Donc je l'ai fait, et j'ai écrit noir sur blanc que si on continue comme ça, à l'époque déjà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une vraie zone euro, eh ben, évidemment, l'euro explosera. C'est inévitable, parce que, encore une fois, les tentatives d'union monétaire dans l'histoire de l'humanité, on en a fait plein. Les seuls qui sont restés, c'est quand à un moment il y a une union politique, une harmonisation des conditions fiscales, réglementaires, etc. Mais ça, il faut une volonté pour le faire. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. En fait, la zone euro qui était crédible, c'était une zone euro à 6 pays, 7 pays maximum. Voilà, une petite zone euro, on met les mêmes règles pour tout le monde, on harmonise les conditions fiscales, réglementaires, etc. On fait un budget fédéral et on s'entend. Et là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais comment on accepte de donner 25 milliards à l'Union européenne et de ne recevoir que 17 et en plus d'avoir des sanctions, des amendes. Quelle est cette logique? Le gros problème, si vous voulez, c'est que c'est comme pour la puissance publique, c'est qu'après on est rattrapé, on appelle ça en théorie de l'organisation, des coûts organisationnels. C'est-à-dire qu'en fait, les coûts alentour, ils dépassent les gains. Donc évidemment, c'est devenu ubuesque, si vous voulez. Alors moi, je pense qu'on peut encore sauver la situation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'Europe, elle est sclérosée par trop de règles, trop de rigidité. Est-ce qu'on pourrait aller à ce que vous dites, une Europe de 6 pays, 7 pays? Ah, de toute façon, moi je pense que ça va finir comme ça. Alors après, savoir si la France sera dedans ou pas, mais là, l'euro, maintenant on voit avec 20 pays, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, c'est-à-dire on est de plus en plus différents. Et puis ils veulent encore étendre, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver, je crois, à 36 pays ou 37 oui, alors, pays. L'Union européenne, c'est différent, parce que l'Union européenne, à la rigueur, l'Union européenne, c'est gérable, parce que je veux dire, mais pour peu qu'on arrive à trouver des accords, entre guillemets. Mais la zone euro, c'est compliqué, parce qu'on a la même monnaie. Et donc si on est très différent, évidemment, il y a ce qu'on appelle des chocs asymétriques, et qui peuvent faire très très mal. Donc, ce qu'on a fait avec la Grèce, par exemple, on a sauvé la Grèce, il faut être honnête, on ne pourra pas le faire avec la France, ou avec l'Italie. Parce que la Grèce était à l'époque 350 milliards d'euros de dette. Vous voyez, on est à 3100 milliards. Les Italiens à 2800, 2900. Donc on ne pourra pas faire la même chose. Donc c'est ça le problème. Mais donc on reste dans cette fuite en avant malheureusement. Et moi je pense qu'encore une fois, ce qui compte, ce qu'on veut tous, c'est sauver quand même notre économie, notre pays, parce qu'on a un beau pays. Et donc parallèlement peut-être l'Europe aussi. Mais si on n'est pas fort, économiquement parlant, même en cas de Frexit, ça sera une catastrophe. Est-ce que l'un des nœuds du problème n'est pas le fait de rester dans ce marché européen de l'électricité? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on est un modérateur de prix pour l'Allemagne sur notre dos et sur le dos de nos entreprises et des particuliers. Et puis après, ils nous mettent des boucliers ça alimente ce système. Pourquoi on continue à faire ça, à accepter ça? Ça, c'est sûr que là, il y a un grand compromis qu'on doit mettre en place. Ça n'a pas de sens pour qu'on a accepté que l'Espagne quitte l'Europe de l'énergie, le Portugal, et pas nous. C'est paradoxal. Alors on dit oui, parce que vis-à-vis de l'Allemagne, ça ne se fait pas, etc. Mais encore une fois, l'Allemagne, elle a fait un choix, une erreur stratégique d'arrêter le nucléaire.
Ce qu'on devait faire, nous aussi, hein, rappelez-vous. Hein. On l'a rattrapé au dernier moment, mais finalement, on voulait le faire, que ce soit Hollande et même Macron au début. C'est-à-dire, il a réuni le patron d'EDF, il a dit, bon, maintenant, vous allez me couper toutes les centrales nucléaires, on va diviser par 2. Et après, il a dit, non, finalement, on garde. Sauf qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Donc, c'est bien beau de vouloir réindustrialiser, mais il n'y a pas la main-d'œuvre. Donc, l'erreur de la France, c'est qu'on n'a pas fait les bons choix stratégiques. Et ça, c'est pas à cause de l'Europe. Je veux dire, la désindustrialisation, c'est pas à cause de l'Europe. J'étais très jeune à l'époque, mais je l'ai connu dans les années 80-90. Donc Mitterrand et Chirac, etc. Ils ont dit, nous, on veut une. C'était Turuk à l'époque, patron d'Alcatel, qui avait dit, on veut une économie française sans usine. C'était un choix politique. C'est pas l'Europe qui dit ça, c'était nous. Et donc, justement, les Allemands ont dit, non, nous, on va continuer. Pourquoi on a laissé les Allemands continuer et pas nous? Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on a augmenté notre dette publique, comme on l'a fait, c'est un choix politique. C'est une erreur stratégique. Mais l'Allemagne aussi a fait des grosses erreurs sur sa politique énergétique. Et comment ça se fait qu'eux aient une dette moins importante et une productivité... Parce qu'ils sont plus sérieux. Il faut être honnête. Il n'y a pas que les Allemands. Hein. Il y a les Pays-Bas, il y a l'Autriche, il y a la Finlande, etc. Il y a plein d'autres. Et je vous dis même le Portugal. Regardez, le Portugal, ils sont en excédent public. Incroyable. Excédent public. Ils ont une moins de bonnes notes que nous. Donc c'est injuste pour eux. Donc... pourquoi le Portugal l'a fait et pourquoi pas nous? Vous savez qu'il y a énormément de Français aujourd'hui qui quittent la France pour aller au Portugal, hein, pour des raisons fiscales notamment. Pourtant, le Portugal est dans la zone euro. Je ne parle pas du Luxembourg, c'est dans la zone euro. Alors pourquoi l'Allemagne et le Portugal, mais pas nous? Ça, c'est encore une fois, c'est une décision politique. C'est une volonté politique. Et surtout, je pense, c'est un problème de sérieux. Quand on voit aujourd'hui ce que défendent certains, par exemple, et qui laissent passer des fausses idées, oui, on va taxer les surprofits, les machins, etc., alors que les profits sont faits à l'étranger, mais ça, c'est du bon sens. Donc, mais on n'a pas cette culture économique qu'ont peut-être les Allemands, et ils ont cette culture également du consensus qu'on n'a pas non plus. On a la culture de lutte des classes, et on n'a pas de culture économique. Donc c'est ce qui nous limite. Mais la clé, c'est le bon sens. Nous, ce qui nous fait défaut en France, c'est qu'on n'a pas ce bon sens paysan. Vous savez, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, on a besoin d'avoir justement une économie qui soit plus florissante en création de richesses, en emploi, etc. Et nous, on dit non, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va créer des emplois publics. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Parce qu'il faut les payer, ces emplois publics. Donc, ça fait des impôts. Je voulais vous parler aussi de l'immobilier. Est-ce que, enfin, pas que de l'immobilier, même du droit à la propriété. Est-ce qu'on est vraiment propriétaire encore à notre époque quand on est dans un système qui nous oblige à mettre notre argent dans une banque? La banque nous taxe pour conserver notre argent alors qu'on est forcé de mettre notre argent là-bas. Ensuite, la banque nous demande des justificatifs quand on veut faire un retrait de notre propre argent sur lequel on paye déjà des taxes et après avoir payé des impôts pour l'avoir gagné. Et tout ça, on a l'impression que finalement, c'est plus vraiment notre argent, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Alors, le problème, c'est que c'est encore notre argent, je vous rassure quand même, globalement. Alors, on a après des banques en ligne, etc., où justement, on est moins taxé, on paye moins de frais. Donc voilà, il faut faire jouer la concurrence. Moi, je veux faire jouer la concurrence. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même abasourdi par ce contrôle permanent. Et ça se resserre, ils baissent les limites régulièrement. Ce qui est complètement fou, c'est que les gens honnêtes, comme vous et moi, voilà, comme la plupart des Français, on les embête, on les titille pour rien. Et les grands arnaqueurs, parce que maintenant on a vu des arnaques, il y en a eu plein, eux on les laisse faire. Alors qu'on les voit, mais on les laisse faire. Mais est-ce qu'il y a une volonté justement de contrôler les gens et de peut-être réduire le droit à la propriété privée? Quand on voit par exemple les propriétaires sont taxés, il y a les impôts fonciers ne font qu'augmenter, il y a des nouvelles normes tout le temps qui sont finalement des taxes déguisées parce que les DPE sont une taxe déguisée, les taux d'intérêt qui augmentent, etc. Il y a quand même un acharnement sur les propriétaires. Est-ce que la propriété privée est en danger? Moi j'irais plus loin que ça, je pense qu'il y a un acharnement sur l'immobilier. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi M. Macron il n'aime pas liquide. Parce que c'est pas. Non, il n'aime pas. Je sais pas. Il préfère peut-être la décroissance. Je sais pas. Le déracinement. Je sais pas trop. Moi, ça me choque. C'est-à-dire que moi, au contraire, je dis le contraire. Tous les jeunes, je leur dis, mais vous savez, il faut au contraire acheter votre résidence principale. C'est un des objectifs de vie, parce que quand on voit les personnes à la retraite, malheureusement, la plupart des personnes qui tombent dans la pauvreté après la retraite, ce sont celles qui n'ont pas leur résidence principale. Parce que celles qui l'ont, justement, ils n'ont pas le loyer à payer, donc ça leur fait, je dirais, des traites en moins, entre guillemets. Et donc, mais c'est vrai que moi, ça me choque. J'ai pas la réponse, mais ça me choque, parce qu'au contraire, c'est important de construire, justement, mais on est dans cette société, c'est une sorte de wokisme, si vous voulez. Du déracinement. Oui, de mobilité. Et puis surtout, mais on peut être mobile en ayant sa résidence principale, après vous la vendez, vous en achetez une autre, et ainsi de suite. Pourquoi pas? Quel est le... Comprenez, mais
c'est cette vision du monde qui me gêne, parce que justement, on ne construit pas. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on a sa maison, justement, on construit. On construit, on va construire une famille, on construit sur l'avenir, on a confiance dans l'avenir. Donc si ce n'est pas le cas, et c'est ça que c'est très très dangereux. Donc moi, c'est cette philosophie qui me gêne et qui m'embête un petit peu, si vous voulez. Ce wokisme, moi ça me rend fou cette affaire-là. C'est-à-dire, on veut transformer la réalité. Ce déni de réalité, il est inacceptable. Il est inacceptable. Il faut regarder la réalité en face et réagir en conséquence. Mais c'est vrai que l'immobilier, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis encore une conférence il n'y a pas longtemps pour une fédération du bâtiment là, dans une région française, bref. Et je trouve ça, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui 300 000 emplois menacés. Le secteur du bâtiment est en train de s'effondrer et comme vous l'avez bien dit, on continue de lui taper dessus en mettant des normes, des taxes, etc. et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on cherche? Mais justement, qu'est-ce que vous pensez qui est la lueur d'espoir pour finir cette interview sur une note positive? Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu c'est le temps triste, oui, sinon. Non, la lueur d'espoir, c'est que moi je dis pour sortir de ce déterminisme de taxes où on s'enfonce constamment. Moi je dis déjà que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur des crises. Le problème, c'est que nous, on a peur. Parce qu'on a été... Moi, des fois, je fais des vidéos, on me dit « Ah, vous jouez avec la peur ». Non, pas du tout, parce que moi, je vous fais pas peur, je vous dis la vérité, c'est pas faire peur. Et puis, j'apporte une solution. C'est ça qui est fou, c'est aujourd'hui, dire la vérité, c'est faire peur. C'est incroyable. Faire peur, un film d'horreur, ça fait peur. Mais ceux qui disent ça sont les gens qui font peur toute la journée sur d'autres choses. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que, en fait, non, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. C'est-à-dire que, non, la vie, par définition, c'est dangereux. La vie, il y a des incertitudes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est ce qu'on a fait avec le corona. Ah non, on va enfermer tout le monde. Attendez, mais c'est la vie, ok, il faut faire attention, mais c'est la vie. L'inflation, non, on va mettre des boucliers. Puis on enlève le bouclier, tac, l'inflation elle explose. C'est quoi cette affaire? C'est pas une philosophie de vie, ça. Ça veut dire on n'affronte pas la vie. C'est très dangereux pour les générations à venir, parce qu'il faut affronter la vie. C'est justement, et on est plus fort. C'est ce que disait Nietzsche, dans tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est ça qui compte. Mais si vous n'affrontez pas la vie, vous êtes de plus en plus faible. Et les faibles, malheureusement, ils sont bouffés. Tout ça, faut être honnête. Moi, je dis ça parce que j'ai un distage HLM. C'est peut-être ça m'est resté encore au fond de moi, mais c'est sûr que c'est ça l'optimisme, c'est que de se dire oui, on a une crise, mais on va s'en sortir. Moi, je vois ces chefs d'entreprise qui mettent constamment des stratégies anti-crise, ils font de l'innovation, ils font des stratégies de niche, ils communiquent, ils font de l'international. Ils se disent, on va s'en sortir. C'est formidable. Même les particuliers, voilà, il faut développer ses connaissances, apprendre d'autres langues, éventuellement aller à l'étranger, etc. Voilà, il faut aller par le haut. Le problème, c'est que nos entreprises, nos citoyens, ils se bougent, entre guillemets, mais pas les dirigeants. Donc c'est ça qu'il faut changer. Moi aujourd'hui, alors vous allez me dire qui aujourd'hui peut le faire? Il n'y a personne, il faut être honnête. Malheureusement, peut-être. On est 68 millions. On veut pas les laisser faire. Voilà, c'est ça la question. C'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'establishment. Moi j'ai connu ça. On va dire non, stop, arrête. C'est ce que je veux dire. Et moi maintenant je suis indépendant, donc je risque rien. Mais ça m'est arrivé à une époque où, voilà, j'étais pas assez justement dans la ligne droite, vous comprenez? Je comprends bien. Vous comprenez bien. Je comprends très bien. Mais c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis pour aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de préparer mon futur livre. Je pense que c'est sur ça. Comment vraiment réformer, et surtout sauver la France. Et donc sauver finalement l'ensemble de notre économie, sauver l'Occident également, parce que on n'a pas parlé, c'est assez annexe, mais ça aussi, il y a un vrai danger, il ne faut pas non plus l'oublier, encore une fois. Et donc, pour sauver, il faut un grand soir fiscal, il faut un grand soir des dépenses publiques, il faut regarder la réalité en face. Et à ce moment-là, donc moderniser notre économie. Et là, on sera plus fort. Après, peut-être qu'on pourra reprendre le franc, j'en sais rien, on verra bien. Ou alors, parce que vous savez, quand on est fort, si l'économie française elle est forte, elle peut dire maintenant, la zone euro, ça va être comme ça. L'Europe, ça va être comme ça. Mais là, aujourd'hui, on est lanterne rouge, même en termes de croissance économique, on est lanterne rouge de la zone euro. On est le pays où la dette publique est le plus dérapée. Donc, on ne peut pas tellement se la ramener si on peut le boulet, c'est voilà. triste. Donc, on ne peut pas trop dire, voilà, ça va être comme ça. Mais non, on va dire, attends, mais pour qui tu te prends? Vous voyez? Donc, c'est ça aujourd'hui qu'il faut d'abord faire une France forte. Voilà, alors est-ce qu'après on nous laissera faire? En fait, il y a deux solutions. Je terminerai sur ça. Soit on va se sauver dans la douceur, ce que moi j'aimerais, c'est-à-dire en réformant l'économie, progressivement, en expliquant les choses, de la pédagogie, et pas de l'élitisme, pas
ne pas mettre une distance avec les gens, comme malheureusement le font nos dirigeants aujourd'hui, il faut être honnête. Voilà, dire les choses vraiment. Vous voyez. Et là, on sauvera la France dans la douceur, ou alors ça se fera dans la douleur. Parce qu'il y aura un clash, comme en Grèce, et donc on sera obligé d'y passer, de le faire, entre guillemets. Je préfère la première solution. Voilà. Donc voilà, ça sera ma note d'optimisme. Espérons qu'on arrivera à se sauver dans la douceur. Espérons qu'on va sauver la France. Oui, Tout à merci fait. beaucoup, merci Avec infiniment plaisir. d'être venu, Marc Plaisir. Toiti. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie en Rosen sur Miley Media.